Chez les Phnong, il n'y a pas d'écriture. Tout se transmet oralement, comme les techniques pour construire nos maisons traditionnelles en chaume, qui se transmettent de génération en génération. Même si maintenant, les gens construisent de plus en plus de maisons en bois. Mes parents m'ont tout appris. Construire les maisons, savoir travailler le bambou, cultiver la terre. Tout ce que je sais de la vie me vient des anciens. Ma génération et celle de mes enfants savent encore pas mal de choses. Mais la nouvelle génération, les plus petits, ne maîtrisent plus les anciennes techniques. J'ai bien essayé d'apprendre aux petits comment faire des paniers, mais ça ne les intéresse pas. Ils me disent, si tu veux, je veux bien aller à l'école, mais par contre, ça ne m'intéresse pas. Le confort apporté par la récente Grande Route désenclave lentement la région et dynamise les échanges avec le reste du pays. Une aubaine pour ces populations modestes qui voient dans l'arrivée du tourisme une possibilité de diversifier les activités jusqu'à maintenant exclusivement tournées vers la culture de la noix de cajou. Une parcelle de terre fertile, des arbres plantés par un arrière-grand-père et une nature qui ne trahit jamais ses engagements. Ce paysan peut faire confiance à ses rangées d'anacardiers pour lui délivrer la quantité attendue de noix de cajou. Le Cambodge est le plus gros producteur de noix de cajou d'Asie du Sud-Est. Mais il ne tire pas tout le profit qu'il devrait de ce fruit. Car la production, à peine récoltée, part au Vietnam, pour y subir un traitement complexe et une torréfaction le faisant passer d'aliment toxique quand il est mûr à la délicieuse amande que tout le monde connaît.
En voyant les enfants se brûler les doigts dans l'empressement de goûter le fruit grillé, il me revient le souvenir des châtaignes, à peine retirées du feu, que l'on déguste avec avidité et la même envie de partage, mais sous d'autres latitudes. La lenteur et la précision de ses déplacements, le respect qu'il impose par sa seule présence, l'expression de son regard quand il croise celui d'un humain. Tout chez cet animal me fascine et m'immobilise, dans une contemplation qui me fait oublier que je suis ici, si proche de lui. Quand mon père est devenu trop vieux pour continuer à s'occuper de l'éléphant, c'est moi qui ai pris la relève. J'avais 12 ans. Mon fils, qui est juste derrière moi, lui, il a commencé à 15 ans. La vie aurait été beaucoup plus difficile sans l'éléphant, car on n'avait que deux moyens de gagner notre vie, en utilisant la force de l'animal ou bien la nôtre. Aujourd'hui, on n'utilise plus l'éléphant pour le travail de force. Dans les champs, ce sont les adultes qui travaillent. Les enfants, eux, après être rentrés de l'école, ils s'occupent de la maison et des animaux qu'on élève dans la cour. L'éléphant appartenait à mes parents. Ils l'avaient échangé contre des animaux, des buffles. Mais en réalité, ils n'étaient pas les seuls propriétaires de l'animal, car d'autres habitants du village avaient aussi participé à son acquisition en apportant des cochons, des poules ou du riz. Alors, les autres personnes du village pouvaient emprunter l'éléphant quand ils en avaient besoin pour transporter des marchandises. On leur prêtait pour 1 à 2 semaines, sans contrepartie, et parfois on le louait. Évidemment, maintenant c'est différent, car les gens ont des véhicules. Mais avant, c'était comme ça. Tout le monde pouvait louer un éléphant. On laisse l'éléphant aller librement en pleine forêt dans un endroit où il y a beaucoup de bambous. Car un éléphant, c'est pas comme un buffle. Ça mange tout le temps, presque 24 heures sur 24. Il dort une demi-heure ou 1 heure et puis il se remet à manger. On ne l'attache à un arbre que lorsqu'il est trop proche des cultures. Sinon, il ravage tout.
Nous avons beaucoup de croyances autour de l'éléphant. Par exemple, si une femme enceinte accouche en dehors de la maison familiale, c'est un mauvais présage. Et l'éléphant peut tomber malade. Nos ancêtres ne laissaient jamais un éléphant apprivoisé avoir un petit, parce que c'était un mauvais présage pour la famille et pour le village tout entier. Si ça arrivait, il fallait conjurer le mauvais sort en faisant tellement d'offrandes et de sacrifices de buffles que ça revenait bien trop cher aux familles. Pour éviter cela, on s'arrangeait pour que les éléphants ne s'accouplent pas. L'année dernière, un cornac, un propriétaire d'éléphants, a laissé un mâle et une femelle ensemble et ils se sont rapidement liés l'un à l'autre. Les éléphants sont entrés dans le village, ont détruit plusieurs maisons et se sont attaqués au cornac qu'ils ont tué. Dans le village, plus personne n'arrivait à fermer l'œil. Un policier a fini par régler le problème en tuant le grand mâle. Cette femelle va avoir 60 ans cette année. Et c'est comme un membre de la famille maintenant. Je crois qu'elle nous aime beaucoup. Mais comme elle est, pour ainsi dire, tout le temps à se promener dans la forêt, on ne peut pas la surveiller, la protéger et en prendre soin comme on aimerait le faire, et comme c'est le cas avec d'autres animaux. Quand j'étais gamin, à l'époque du roi Norodom Sihanouk, je me souviens qu'on allait avec les anciens pour attraper des jeunes éléphants dans la forêt. On se mettait à 2 ou 3 par éléphant. Avant, on ne tuait pas les éléphants. C'est seulement à partir du régime des Khmers rouges que des gens ont commencé à tuer les mâles pour récupérer leur ivoire. Avant, il y avait des éléphants partout, dans la forêt comme dans les villages. Quand le dernier éléphant du village sera mort, ce sera terminé. L'armée interdit de les capturer et de toute façon, il n'y a plus personne qui sait comment faire pour les attraper. Ceux qui savent sont trop vieux maintenant. J'imagine le sentiment étrange qu'il éprouve en prononçant ces mots. Son peuple ne pouvant plus aller chercher d'éléphants dans la nature comme ils l'ont toujours fait, et une tradition rigoureuse ne facilitant pas la reproduction en captivité, c'est toute la lignée des cornacs et la culture qui l'accompagne qui prendront fin le jour de la mort du dernier éléphant domestique. Cette perspective donne une toute autre dimension à l'attention que porte cet homme à son animal. Voyager dans d'autres contrées est un choix et une démarche qu'a tout aventurier avide de rencontres. Puis, se rapprochant de la terre convoitée, la volonté qui présidait d'abord cède progressivement sa place à une sorte d'incertitude, de hasard et de chance. Car voyager, c'est le temps d'un instant se sentir fragile, vulnérable, en demande. Tout repose sur l'accueil et la générosité que nous témoignera notre hôte. De cet accueil dépendra la beauté de l'expérience qui peut changer toute une vie.